Donc je laisse tout de suite la parole à Olivier Leboyer pour une première présentation autour de la notion d'élite. Ensuite, nous interrogerons Pierre Schoeller sur sa conception des choses et Pierre Schoeller pourra nous expliquer comment il a réalisé ce film. Nous aurons ensuite un troisième temps avec de discussion et l'éclairage d'Olivier Leboyer sur le film. Je vous passe tout de suite la parole et je vous remercie pour votre présence aujourd'hui. Merci à vous. Donc bonjour à tous. Juste avant de commencer sur les élites, un petit mot sur l'extrait qu'on vient de voir et qui est effectivement une des scènes. Alors tout le film est effectivement très fort et vraiment un film très prenant, mais cette scène-là est particulièrement intéressante puisqu'on voit ces deux hauts fonctionnaires qui se connaissent depuis des dizaines d'années, qui ont eu la même formation, qui sont passés par les mêmes écoles, par l'ENA, et dont finalement, dès le début, et puis là de manière plus accentuée, les visions de l'État et de l'élite finissent par diverger assez fortement. Donc on a d'un côté, avec le personnage incarné par Michel Blanc, une fidélité indéfectible à l'État, aux lois, quelque chose, on le voit quand il écoute le discours de Malraux, enfin, un idéal préservé en quelque sorte, ce respect de la règle et de l'État. Et puis de l'autre, une fatigue, une désillusion et la tentation du privé et du pantouflage. Et puis à la fois donc, cette connivence qui leur permet de se parler autour d'un œuf au plat de manière très directe, de cette privatisation des gares de manière plus directe que ne le ferait de parfaits étrangers. Donc une familiarité et des divergences bien qu'ayant eu un parcours très, très similaire au départ. Donc voilà un peu justement une vision de l'élite un peu en condensé que je trouve très forte. Donc moi, ma perspective était beaucoup moins concrète si l'on veut, au premier abord, parce que je travaille beaucoup sur les mots, mais c'est très concret aussi, les mots, justement. Et donc, j'ai décidé, pour ma thèse, de réfléchir sur le phénomène de l'élite politique. Alors, pourquoi je me suis penchée sur cette question ? Je suis partie d'un étonnement, en fait. Je suis partie de ce constat qui est qu'on vit aujourd'hui dans des sociétés démocratiques et libérales qui sont imprégnées par l'idéal d'égalité, donc un idéal qui sous-tend les démocraties libérales. Et dans ce cadre, la persistance de hiérarchie, le principe de hiérarchie, l'existence d'une élite politique ont quelque chose de légèrement contrariant, voire d'un peu troublant en quelque sorte. Et effectivement, l'existence de l'élite politique, c'est un fait, c'est quelque chose d'incontournable. C'est ce phénomène de la représentation, soit la distinction entre une minorité gouvernante et une majorité gouvernée. Donc quelque chose de très familier pour nous. Et dans le même temps, cette représentation est un phénomène essentiellement ambivalent, puisque les représentants ont à charge de représenter les gouvernés, et ils endossent, en devenant justement des hommes de pouvoir, des hommes d'État, une part d'incarnation qui a quelque chose en elle-même d'assez mystérieux. Donc représentation et incarnation sont les deux faces un petit peu du métier d'homme politique, et c'est source évidemment d'ambiguïté. Alors dès le 19e siècle, Tocqueville avait bien perçu ça, puisque pour parler justement du regard ambivalent que les citoyens portaient sur leurs hommes politiques, sur les représentants, il a eu cette phrase assez forte et un petit peu étrange aussi. Il a écrit donc en 1835 dans De la démocratie en Amérique: les hommes des siècles démocratiques aiment le pouvoir, mais ils sont enclins à haïr et à mépriser ceux qui l'exercent. Donc, avec cette assertion, Tocqueville insiste bien sur la part à la fois d'admiration que les citoyens éprouvent pour les hommes de pouvoir, et dans le même temps d'une sorte, alors non pas de ressentiment, mais tout de même de distance assez infranchissable qui les en sépare, puisque le passage dans l'ère démocratique, c'est cette idée qu'à la fois les gouvernés sont gouvernés, et que dans le même temps, finalement, le jeu démocratique fait qu'ils se disent: cet homme qui est là au pouvoir, ce pourrait éventuellement être moi, et c'est quelqu'un d'autre. Et donc il y a aussi cette forme d'envie peut-être latente qui se manifeste, d'autant que la conception libérale et démocratique du pouvoir, désormais, avec l'avènement de la démocratie, comme le dit Claude Lefort, le pouvoir est conçu comme un lieu vide, soit un pouvoir toujours éphémère, transitoire. Alors le film le montre bien également, puisque on voit ces ministres qui, sur un coup de fil,
passe d'un poste à un autre, sont d'un seul coup congédiés. Et donc, le pouvoir est quelque chose d'éphémère. Et dans le même temps, quand on l'exerce, quand on est en plein exercice de son pouvoir, ça a aussi quelque chose de galvanisant, de très... une présence forte et donc un sentiment de possession de ce pouvoir. Donc il y a une extrême ambivalence finalement dans la puissance que le pouvoir génère et dans le caractère éphémère qu'il revêt néanmoins. Donc voilà un petit peu sur cette ambivalence de la proximité et de la distance entre représentants et représentés. Et puis sur la notion d'élite elle-même, moi elle m'intéressait justement pour son caractère très complexe et très ambigu, puisque finalement, élite, c'est très simple, étymologiquement, ça vient d'éligere, donc ceux qui sont choisis, ça représente donc l'élite, la minorité gouvernante, et si on prend une définition à minima, une définition toute simple, ce sont simplement un groupe de personnes qui possèdent des qualités valorisées socialement. Ça paraît très simple, dit comme ça, et de dire valoriser socialement, ça induit néanmoins qu'il s'agit d'une perception subjective, que ces qualités-là, on suppose que les gouvernants les ont et qu'il n'y a pas de certitude absolue justement sur le fait qu'ils les possèdent effectivement. Puisqu'en démocratie représentative, on choisit les gouvernants librement par l'élection et justement c'est à chaque fois sous la forme d'un pari en quelque sorte. On suppose que ces hommes-là vont être capables, vont posséder les qualités à la fois intellectuelles dont attestent certainement leur parcours, leur diplôme, etc., mais également les qualités de courage, les qualités morales nécessaires pour gouverner. Et ça tient à chaque fois évidemment d'une perception toujours imparfaite, jamais certain. Alors que ce soit pour l'élite qui est choisie par l'élection, comme pour l'élite qui est choisie sur concours, celle des hauts fonctionnaires, puisque les critiques à l'encontre justement de ce type de recrutement, parfois considérés comme assez formatés, sont effectivement légion. Donc on n'est jamais certain absolument de la qualité de ces hommes, et néanmoins ils ont à charge d'exercer un métier, comme l'atteste également le film, extrêmement prenant, extrêmement avec énormément de responsabilités, et qui d'une certaine façon, les transcendent et les transforment lorsqu'ils ont cette charge à exercer. Donc c'est l'exercice du pouvoir qui fait le pouvoir finalement, plus que le rêve du pouvoir, la conquête du pouvoir ou bien même le bilan du pouvoir. On est vraiment dans le temps de l'action que se révèle l'homme politique. À côté de ça, donc moi, ce qui m'avait frappé, c'est que ce terme d'élite est employé de manière extrêmement abondante aujourd'hui, de manière galvaudée, ressassée, et de manière souvent dénonciatrice, critique. Donc quand on parle d'élite, c'est souvent dans un sens péjoratif. Alors dans le champ de la science politique notamment, puisque la sociologie critique, surtout avec Pierre Bourdieu ou Daniel Gaxi, utilise cet angle de l'élite pour critiquer dans un double mouvement à la fois la démocratie représentative et le libéralisme justement, et de manière extrêmement forte et virulente. Donc cette notion d'élite, elle est vraiment utilisée comme une arme rhétorique pour contester finalement le fondement démocratique de la démocratie ou bien les promesses du libéralisme. Alors qu'est-ce qu'on reproche à la démocratie représentative en suggérant qu'elle sécrète ses propres élites ? Eh bien, ce serait effectivement que la domination politique, donc la représentation politique, soit l'équivalent d'une domination sociale. Dans la sociologie critique, c'est cela qu'on trouve, c'est le fait que finalement la principale critique, c'est que ces hommes-là, qui sont normalement choisis selon une méritocratie, selon justement des critères intellectuels, eh bien, sont souvent d'origine de milieux plutôt favorisés, que l'éducation, comme le dit souvent Bourdieu, échoue à donner à tous une égalité des chances pleine et entière, et qu'on se retrouve avec finalement une classe politique qui n'est pas très loin d'une classe sociale. Donc ça, c'est une critique forte et très dominante dans le champ de la science politique actuellement, où domination politique et domination sociale seraient assez liées. Et deuxième critique, quand bien même cette domination ne serait pas effective, quand bien même ces hommes seraient vraiment d'origine et de milieux très divers, l'exercice du pouvoir les rendrait, dans le passage par les grandes écoles d'abord, puis ensuite dans l'exercice même du pouvoir, proches les uns des autres, au point de former à ce moment-là un petit cénacle, un petit cercle, une petite élite qui aurait ses propres rites, ses propres codes, sa culture, et donc
que même en aval, donc une fois l'élite constituée, elle se coupe finalement presque inconsciemment du reste de la population en vivant en petit microcosme. Donc ça, c'est aussi une deuxième critique forte contre ce phénomène de l'élite. Et c'est la base de la démocratie représentative qui est attaquée ainsi par cette sociologie critique. Donc ce terme d'élite est très très connoté. Et justement, pourquoi? Alors a priori, c'est donc un mot tout simple. Et la définition, enfin le mot évoque spontanément la pensée de Vilfredo Pareto, ce sociologue italien qui a vraiment popularisé la notion, qui l'a définie et qui l'a lestée de connotations très fortes. Et donc c'est pour ça que ce terme est vraiment efficace dans l'attaque contre la démocratie représentative. Pareto, sa définition de l'élite, c'est très brutal. C'est vraiment une définition selon laquelle il y a l'élite et il y a la non-élite. Et puis il y a l'élite politique. Au sein de l'élite, il y a l'élite politique et les autres élites. Et c'est quasiment un fait de nature. C'est-à-dire que certaines personnes sont plus douées que d'autres, sont plus capables que d'autres, et elles vont se distinguer d'elles-mêmes en formant une élite. Et c'est quelque chose de normal, c'est dans le cours des choses. Et Pareto évacue toute idée de morale de son constat, puisqu'il finalement dit que le phénomène de l'élite, sa caractéristique principale, à l'élite, on ne la définit pas par ses qualités intrinsèques finalement, mais par le fait qu'elle a réussi. L'élite se signale par sa réussite. Donc peu importe finalement que les hommes aient eu au départ réellement les qualités supérieures à d'autres, quelqu'un qui serait plus intelligent, plus capable, mais qui ne réussirait pas, ne fera pas partie de l'élite, quand bien même ce ne serait que des accidents de parcours, de la malchance, une fragilité psychologique ou autre. L'élite, c'est la réussite, peu importe donc, ou les moyens ou la qualité effective de ces hommes. Donc il y a une brutalité, il y a quelque chose de massif dans cette définition-là, et c'est finalement cette définition qu'on a à l'esprit, parce que quand on parle d'élite, on parle de ceux qui effectivement occupent une position de pouvoir, qu'elle soit politique ou autre. On parle de ceux qui sont supérieurs en quelque façon, qui se sont distingués, et donc qui ont cette visibilité, qui ont cette puissance. Et donc cette définition a une force d'évocation grande qui fait que le terme d'élite évoque naturellement Pareto. Alors en plus de cela, Bourdieu leste ses critiques bien souvent d'une assimilation entre les termes d'élite et d'aristocratie, donc pour doubler, pour renforcer encore cette critique de domination sociale. Là, on ne peut pas dire évidemment que élite et aristocratie sont des synonymes, puisque l'aristocratie est un concept extrêmement singulier qui a ses déterminants propres. En revanche, sur le plan métaphorique, c'est très parlant. Donc la métaphore, c'est quelque chose d'à la fois éclairant et aveuglant, comme on le sait. C'est un peu comme la neige, ça réverbère, c'est très fort. Et donc de parler d'aristocratie pour dénoncer le caractère aristocratique de la démocratie, c'est parlant. Donc là aussi, la critique est très forte et très vive. Donc moi, dans ce livre, l'interrogation que j'avais, c'était le fait de mêler ensemble la critique de la démocratie et la critique du libéralisme, avec cette ambiguïté, puisque le mouvement libéral, en fait, historiquement, s'est constitué justement dans la contestation de l'arbitraire des pouvoirs, dans l'idée qu'on ne devait pas avoir trop de pouvoir politique, trop d'État, et qu'il fallait toujours contrôler, il fallait avoir cette idée de limite, il fallait se méfier finalement d'un abus de pouvoir, notamment des pouvoirs religieux, notamment sous l'Ancien Régime. Donc c'était l'idée de départ des libéraux. Et maintenant, les voilà fréquemment accusés eux-mêmes d'avoir une vision élitiste. Donc, sans vouloir ni produire une défense du libéralisme, ni une attaque du libéralisme, tout bêtement, je me suis dit que j'allais prendre 3 auteurs libéraux et les examiner attentivement, minutieusement, pour essayer de voir déjà si c'est vrai dans le cas de tous les libéraux et si c'est aussi simple que ça. Donc j'ai choisi, donc là je ne vais pas vous faire ça très long, mais j'ai choisi 3 libéraux très très différents les uns des autres. Un du 19e siècle, François Guizot, et 2 du 20e, Friedrich von Hayek, donc un libéral bien libéral, et John Rawls, un libéral plutôt à tendance sociale, pour voir si ils parlaient de cette notion d'élite, ce qu'elle représentait pour eux, comment ils la concevaient, et si on pouvait les taxer d'élitisme par le même coup. Et il s'avère justement qu'ils l'utilisent assez peu, qu'ils la contournent, qu'ils utilisent davantage des synonymes, et les 3.
tout en étant assez élitistes les uns comme les autres. Donc il y a une espèce de prudence, une espèce de difficulté à manier ce concept ou de volonté de ne pas le faire, et dans le même temps de trouver d'autres biais justement pour parler de cette question du pouvoir. Alors dans le cas de Guizot, on est au 19e, il parle de l'aristocratie véritable, donc on est à la recherche de la vérité, d'une aristocratie de nature qui se distingue de celle de l'Ancien Régime, et une vision très fortement élitiste et antidémocratique, donc un libéral antidémocrate. Et dans le cas d'Hayek, on est chez un libéral vraiment pur et dur, radical, qui privilégie la liberté par rapport à l'égalité, et qui voit l'élite de manière finalement très dépréciative, très négative. Pour lui, la recherche du meilleur en politique, puisque l'élitisme, c'est aussi cela, finalement, c'est la recherche du meilleur. Ce n'est pas la recherche des meilleurs hommes, mais c'est la recherche des meilleures lois, des meilleures règles. Et finalement, c'est vraiment le système, la structure, les lois qui encadrent, qui vont faire que tout va bien fonctionner, que l'ordre spontané va pouvoir s'épanouir, et que les hommes politiques, quels que soient leurs défauts, vont être efficaces. Et donc on a une vision de l'élite qui est qui n'est pas centrée sur l'humain, qui est vraiment centrée sur le système de règles, le système de lois. Alors c'est vraiment les hommes peuvent avoir ces qualités comme ne pas les avoir toutes. Dès l'instant où tout le système institutionnel, tout l'édifice institutionnel est bien réglé, les choses fonctionneront bien. Donc un élitisme un peu désincarné en quelque sorte. Et dans le cas du troisième libéral, John Rawls, c'est très complexe, c'est une espèce de retour justement à l'homme, mais en passant par vraiment une fiction théorique. On est dans l'élaboration d'un système de justice sociale pour réintroduire justement cet aspect social au sein du libéralisme, mais vraiment dans un système de répartition avec cette idée de justifier les inégalités dès l'instant où elles profitent aux plus défavorisés. C'est ce principe de différence dont parle Rawls. Et donc là, il n'emploie pas distinction mais différence. Et il évite dans son vocabulaire, c'est très intriguant à constater, toute référence à l'idée de domination. C'est-à-dire qu'à la place de distinction, il dit différence, à la place d'élite, il dira partenaire, coopération, enfin que des termes qui gomment un peu l'idée justement d'une supériorité des uns sur les autres ou d'une idée de domination. Donc, au terme de mon travail, je concluais sur l'idée qu'en définitive, ces visions de l'élite que pouvaient produire les libéraux dépendaient très fortement de l'idée qu'ils se faisaient de l'homme et de la société et de l'idée qu'ils se faisaient de l'éducation. Donc, dans chacun des cas, on a justement une vision finalement de la société tout entière et de ce qu'on entend par égalité des chances. Et donc parler de l'élite, c'est vraiment parler de la perception qu'on a de l'homme au sein de la société. Et ce qui m'avait frappé en analysant ce mouvement, donc c'est bien sûr une diversité très grande du mouvement libéral, on ne peut pas le réduire ni le condenser en quelques phrases, mais quand même cette espèce de tendance à ne plus vraiment dresser un portrait du bonhomme politique, mais davantage de la multiplicité des lieux de pouvoir. Donc ce n'est plus seulement l'homme qui dirige, mais c'est également tout un ensemble de réseaux, de puissances, différentes sphères de pouvoir. Et on a une espèce de diffraction, en quelque sorte, des lieux de pouvoir qu'on peut observer. Et on est moins dans cette idée binaire d'une représentation avec représentants et représentés, mais davantage dans un système mondialisé où justement, pour le coup, la notion de gouvernance, la notion de coopération entre diverses sources de pouvoir se fait jour, d'où la difficulté peut-être plus grande encore à définir une bonne élite dans ces conditions, puisque l'homme possède une certaine impuissance, témoigne d'une certaine impuissance finalement parfois devant toute la rigidité ou toute la complexité du monde qui l'entoure. Il n'est plus si évident de savoir quelles sont, de la manière dont pouvait le décrire un Machiavel, par exemple, la virtu d'un bonhomme politique. Alors évidemment, il y a des choses de bon sens, il vaut mieux évidemment être intelligent, avoir une intelligence stratégique, politique, etc. Mais il y a quand même, en tout cas de la part des libéraux, une espèce de manière d'éviter le sujet, finalement, d'éviter de parler du bonhomme politique en dressant un portrait concret. Et donc c'est cela qui m'avait un petit peu frappé. C'est le fait que oui, il y a un élitisme, puisqu'il y a une vision tout de même importante du principe de distinction, mais il y a moins cet accent concret qu'il pouvait y avoir au XIXe siècle. On est de plus en plus dans quelque chose qui tend vers une forme d'abstraction.
Donc voilà un petit peu Merci beaucoup Olivia pour ce panorama des concepts qui vont être développés, interrogés au cours de ces ateliers qui vont suivre. Vous nous avez parlé des mécanismes de la distinction, de la différence entre la puissance et le pouvoir, de la notion de proximité et de distance. Vous avez fait la différence entre l'exercice peut-être traditionnel